Eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de votre présence ce matin pour le deuxième webinaire du Reprend, le réseau pathologie respiratoire agricole national. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous de l'année 2023 et vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits ce matin et on en est très contents. Vous êtes presque la quasi-totalité des caisses de MSA ainsi que des services de pathologie professionnelle de CHU, des médecins conseils, des médecins du travail, des préventeurs, des membres du service action sanitaire et sociale, bref, la famille MSA. Alors ce matin, je suis seul. Jean-Michel Lornay, le médecin du travail du Reprend, n'a pas pu être avec nous, mais rassurez-vous, il vous présentera quand même un cas clinique dans quelques instants pour justement vous faire part de l'actualité des prises en charge opérées par le Reprend avec le concours des caisses de MSA, mais également avec les professionnels de santé cliniques, hospitaliers et libéraux qui accompagnent le réseau. Je suis Johan Martin, le coordinateur du réseau, et Lolita Fulpin, la seconde coordinatrice, est aux manettes de la réalisation. Ce matin, nous accueillons avec grand plaisir le professeur Stéphane Jounot, qui est professeur des universités à Rennes 1 ainsi que chef de service en pneumologie au CHU de Rennes, et il nous parlera dans quelques instants des résultats de l'étude Airbag. Nous vous rappelons que le Reprend, c'est également un site internet sur lequel vous pouvez trouver toute la documentation nécessaire. Il vous suffit de cliquer sur le site accept.org et d'aller sur la rubrique Reprend. Alors, une chose également, les questionnaires de satisfaction que vous nous avez fait parvenir la dernière fois nous ont montré que vous aviez envie d'avoir des sujets liés aux risques respiratoires en lien avec la prévention des risques professionnels. Nous l'avons bien pris en compte et nous nous attachons à vous trouver des intervenants pour les prochains webinaires. Merci beaucoup pour votre présence et nous vous proposons maintenant de passer à l'étude d'un cas clinique suivi par le Reprend dans le cadre de la prise en charge qu'il peut mettre en place. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cas clinique présenté par le Reprend. Alors on a choisi aujourd'hui de vous parler d'un agriculteur jeune, puisqu'il a que 36 ans, qui est installé depuis 13 ans environ, et qui travaille en individuel, tout seul sur son exploitation, en tant que dirigeant, mais avec 3 salariés. C'est une grosse entreprise, une entreprise florissante, qui est dédiée à la culture de céréales depuis 13 ans environ. Et notre exploitant décide depuis récemment de se lancer dans la culture, dans l'élevage de canards gras et de poulets. En termes de bâtiments professionnels, on a une ferme traditionnelle avec un premier bâtiment professionnel et des locaux domestiques, bien évidemment, et on a un deuxième bâtiment à distance du premier, qui est un bâtiment récent, mais qui souffre de l'absence totale de ventilation, d'extraction. Et notre exploitant avoue bien volontiers que son environnement de travail est empoussiéré, voire très empoussiéré, et que les côtes sont couvertes de poussière quand on quitte les locaux de travail. En termes de santé, qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon? Les pneumologues parlent d'un asthme chronique et ou d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Le diagnostic on n'a pas à l'heure actuelle de diagnostic de certitude. Il existe même un diagnostic différentiel qui n'est pas éliminé, celui de pneumopathie d'hypersensibilité, puisqu'il existe des critères qui permettent de penser qu'il puisse exister un poumon des éleveurs d'oiseaux. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette situation clinique, c'est qu'elle a déjà donné lieu dans cet intervalle de temps court, à 2 courtes hospitalisations, tellement l'état clinique était à la fois grave et inquiétant concernant cet exploitant. Et que s'est-il passé de manière chronologique dans la vie de santé, si on peut l'appeler ainsi, depuis son enfance, et qu'il est exposé aux aérocontaminants agricoles? Il s'est passé que dans l'enfance, il existait des symptômes, que ces symptômes étaient faits de toux, d'essoufflement, et qu'ils étaient en permanence mineurs et qu'ils ont toujours été transitoires, c'est-à-dire qu'ils apparaissaient au moment de l'exposition et qui disparaissaient entre 2 expositions. En tout cas, ils n'ont jamais inquiété personne, n'ont jamais donné lieu à un suivi médical. Ils ont disparu après la première enfance.
Et tout allait bien jusqu'en août 2019, début de la deuxième période de symptomatologie, entrée dans les symptômes actuels. Et ces symptômes actuels, là aussi on a de la toux, on a de l'essoufflement, mais de manière beaucoup plus aiguë. Et ce qu'on note, c'est que ces symptômes sont tout à fait concomitants du début de l'élevage des canards gras, activité dans laquelle notre exploitant s'est lancé au début d'année 2019, et que au début, ces symptômes sont concomitants de l'exposition, mais que très rapidement, pour disparaître entre deux expositions, mais que très rapidement, ces symptômes sont constant, qu'il y ait exposition ou bien qu'il n'y ait pas exposition. Et puis en novembre 2019, donc c'est-à-dire dans un délai très court, très rapidement, on a cette fameuse première hospitalisation en quasi-détresse respiratoire. Et en août 2020, un an après quasiment, on a une deuxième hospitalisation, toujours en détresse respiratoire et pour les mêmes raisons médico-professionnelles. Le reprend a fait l'objet d'un signalement de la part de l'assistante sociale de notre exploitant. Signalement pour une aide, un accompagnement à la prise en charge. Notre première démarche dans ces situations est toujours de réaliser un questionnaire long. C'est un questionnaire téléphonique et c'est un moment important qui dure souvent beaucoup de temps et par lequel on cherche à obtenir des renseignements à la fois médicaux et des renseignements à la fois professionnels pour se faire une idée de la situation médico-professionnelle. Et c'est souvent l'occasion d'échanges avec l'exploitant sur sa situation professionnelle et c'est souvent le moment où on commence d'entrevoir les premiers, grâce à cet accompagnement téléphonique, les premiers aménagements qui pourraient être susceptibles d'être mis en œuvre. De ce premier contact découlent les orientations que vous pouvez voir sous les yeux, orientation vers le médecin conseil, le médecin du travail, les services sociaux, parce qu'il est question de faire une déclaration de maladie professionnelle à la demande du médecin traitant, parce que le médecin du travail a beaucoup de choses à faire et à dire dans ce contexte de maladies aiguës respiratoires avec éviction largement conseillée par le pneumologue. Et en particulier, il pourrait s'agir d'une visite d'exploitation pour mieux connaître les tenants et les aboutissants de cette exposition professionnelle et le port de masque, bien évidemment. Il y a une demande de RQTH qui est instaurée. Il y a l'inclusion de notre patient dans la cellule CPME de la MSA. Donc tout est mis en œuvre pour avoir un accompagnement, pour faciliter la prise en charge globale de cet exploitant. Et sauf qu'en 2022, donc un petit peu de temps après le début de ces opérations-là, on a 0 signaux de la part de notre exploitant qui donne pas de nouvelles, qui répond pas au téléphone et qui répond pas aux mails non plus. Et donc, le reprend étant informé de la situation, on reprend contact avec cet exploitant pour se rendre compte que, au final, il n'avait pas disparu, mais il avait mis en œuvre un certain nombre de choses sur son exploitation et dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, à la fois, et en particulier que ce garçon explique que cette fois-ci il a bien compris et qu'il s'est fixé un certain nombre d'objectifs, à la fois des objectifs personnels de santé. C'est ma santé qui prime, il faut absolument que je reste en bonne santé. Et si mes activités professionnelles doivent changer pour que ça puisse être possible, j'en changerai de mes activités professionnelles. Il nous dit aussi à cette époque-là qu'il a terminé l'activité d'élevage gras, qu'il s'est bien rendu compte que c'était nécessaire sur les conseils répétés de son pneumologue, et qu'il est en train de planifier son départ de cette exploitation, départ total et définitif, même si au moment où on se parle, il persiste encore une activité de culture de céréales,
pour laquelle il réalise les tâches de travail les moins empoussiérantes et où il fait faire les tâches de travail les plus empoussiérantes, je parle des moissons en particulier. On parle de remboursement de crédit, on parle de vente de matériel pour débloquer des liquidités pour pouvoir avoir malgré tout une rémunération. On parle de la rencontre des conseillers émessiens pour se faire conseiller sur le meilleur moment, la meilleure opportunité de cette cessation d'activité professionnelle. Et puis on parle aussi on envisage surtout bilan de compétences et reconversion professionnelle. Même si à cette époque-là persiste une inquiétude par rapport à cette reconversion professionnelle qui est prévue, inquiétude qui vient du fait que de toute façon la réorientation se fera en direction de métiers agricoles et que compte tenu du contexte médical, de sensibilisation, l'inquiétude est de savoir s'il pourra trouver un nouveau travail dans le secteur agricole qui soit compatible avec les nécessités de sa pathologie respiratoire. Donc en guise de conclusion, je crois qu'on peut dire sur cette situation-là qu'il peut arriver qu'en matière de pathologie respiratoire professionnelle agricole, le diagnostic puisse être difficile, qu'on n'a pas d'emblée, dans des délais courts, un diagnostic de certitude et qu'il faut savoir vivre avec le doute sur le diagnostic, qu'on peut avoir en matière de pathologie respiratoire agricole des symptomatologies parfois sévères et parfois aiguës, d'emblée importantes, d'emblée graves, et pour lesquels on a un pronostic professionnel d'emblée pessimiste. C'est des situations qui sont, de notre point de vue, un petit peu rares, mais qui existent bel et bien et qui nécessitent beaucoup d'adaptabilité de la part de l'exploitant en question. On a vu dans le cas qui nous intéresse qu'il a fallu du temps pour accepter la situation médicale et pour accepter d'évoluer dans la situation professionnelle. Donc besoin de temps pour accepter et redémarrer sur une nouvelle vie professionnelle qui prenne en compte des contraintes médicales de pathologie respiratoire. Bien, bah, écoutez, merci Jean-Michel pour cette présentation qui fait état justement d'un cas suivi par le Reprend. Moi, j'en profite pour vous dire deux choses. La prise en charge par le Reprend ne vise absolument pas à se substituer par le suivi qui est fait dans les caisses. Et bien évidemment, nous sommes là en soutien, en appui dans ces parcours de patients qui ont souvent des diagnostics difficiles où il y a besoin de beaucoup de temps. Ce temps vous est précieux, on le sait. Et on est là justement pour vous appuyer et pour faciliter la prise en charge dans ces différentes composantes au niveau du parcours patient. L'entrée dans le réseau, c'est simple, c'est quand vous avez quelqu'un qui souffre de symptômes pulmonaires et sur lequel vous avez un doute, vous pouvez nous appeler, mail, téléphone, une signature de consentement éclairée par le patient pour qu'on soit bien d'accord sur la prise en charge qui va être la sienne et notamment le partage des données. Et ensuite, on communique et on essaye d'avancer avec vous. La deuxième chose, c'est qu'on est aujourd'hui dans un mode d'événement en direct, c'est-à-dire que toutes questions que vous avez, vous pouvez les poser dans le chat et on tâchera d'y répondre à la fin. Vous ne pouvez pas prendre la parole via votre micro et votre caméra. Alors, si vous avez des questions sur la présentation de Jean-Michel, dites-vous que je ne serai pas forcément en capacité d'y répondre, mais que nous pourrons tout à fait vous apporter réponse dans un second temps. Donc, n'hésitez pas quand même si vous avez des questions pour qu'on puisse revenir vers vous derrière. Voilà. Deuxième partie de ce webinaire, je vous propose de partir pour Rennes et de retrouver Stéphane Jounot dans son bureau qui va nous faire cette présentation de cette étude Airbag. Bonjour Stéphane et merci beaucoup de ta participation ce matin. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait, et vous voyez mon écran aussi? Oui, très bien. Oui, c'est tout bon, c'est parfait. Je vais vous parler effectivement de l'étude Airbag, une étude Airbag qu'on avait montée il y a maintenant plus de 10 ans avec les collègues de la MSA des Portes de Bretagne. Hop là.
Des liens d'intérêt, je vous ai juste remis avec un certain nombre de laboratoires dans le domaine des fibroses pulmonaires et autres pathologies interstitielles. A priori, pas de gros liens d'intérêt avec la présentation du jour, à part avec les financeurs, mais encore une fois, c'était des financements qui sont depuis longtemps terminés. Une étude, il a fallu trouver plusieurs financeurs pour cette étude-là, qui était un petit peu particulière. Donc le CHU de Rennes, un prestataire Air de Bretagne, le ministère du Travail et de l'Emploi par l'adresse, et Novartis qui avait également financé l'étude. Donc le rationnel, d'abord, quelques mots sur pourquoi est-ce qu'on avait monté cette étude Airbag. En fait, on avait eu quelques cas un peu groupé dans les années 2007-2008, début de mon clinica en pneumologie, où on avait des diagnostics d'insuffisance respiratoire chronique au stade terminal. Donc les gens arrivaient à 70 ans, 72 ans, bleu marine, avec un profil obstructif chez les patients qui n'étaient pas tabagiques, alors qu'on avait l'impression d'avoir une BPCO au stade terminal. Et il s'agissait d'agriculteurs, et principalement d'agriculteurs bovins-lait dans notre zone géographique. Donc on a eu plusieurs fois ces diagnostics et on s'est posé la question, en tout cas je me suis posé la question de pourquoi ces maladies, quelle était vraiment la prévalence et puis quels étaient les mécanismes physiopathologiques, bref, beaucoup d'interrogations. Donc on sait que la Bretagne est particulièrement représentée dans la production de lait en France, et on a fait une étude pilote, c'était la thèse de médecine d'un interne de médecine générale, Arnaud Baucher. Et donc on a pris, il remplaçait dans deux communes, enfin autour de Vitré, et on a pris l'intégralité des agriculteurs laitiers de deux communes bretonnes, Balazé et Saint-Mervé, et avec un questionnaire standardisé, une mini spirométrie de dépistage avec ce dispositif, le Néo6. Et sur ces 147 agriculteurs, on a trouvé une obstruction bronchique, c'est chez quasiment 10% des agriculteurs, avec dans nos diagnostics 4 asthmatiques, 3 BPCO post-tabagiques et 7 BPCO chez des gens qui n'avaient jamais fumé, qu'on a étiqueté agricoles. L'âge moyen de ces BPCO était autour de 50 ans. La population totale de ces 147 agriculteurs était autour de 49 ans, donc pas tellement de différence. Le symptôme principal était la dyspnée. Le facteur de risque qu'on avait pu identifier dans un questionnaire qui était à cette époque assez grossier, je dirais. On a quand même trouvé que l'affouragement était surreprésenté en durée chez les agriculteurs qui avaient une obstruction bronchique par rapport à ceux qui n'avaient pas d'obstruction bronchique, en tout cas chez les BPCO agricoles. Et aucun des patients était connu avant l'étude et ils étaient tous au moins Gold 2, c'est-à-dire avec une obstruction qui était significative, un VEMS en dessous de 80%. Donc, fort de cette étude pilote, on a monté l'étude Airbag, avec un réseau qu'on a monté à cette époque, un réseau local. Les financements nous ont permis d'avoir une coordinatrice, Ange-Marie Robert, et on a beaucoup de personnes qui sont intervenues. Évidemment des personnes de la MSA, et notamment Jean-Charles Prel, qui était le responsable de la Caisse des Ports de Bretagne à l'époque et qui nous a beaucoup aidés. Le centre de pathologie professionnelle du CHU, les collègues pneumologues du CHU de Rennes, mais également plus largement, et je salue notamment Jean-Charles Dalphin, à Besançon, qui a participé à la genèse de cette étude. Des collègues pneumologues libéraux ou hospitaliers pour pouvoir adresser les patients. Pas mal de collègues de médecine générale, notamment beaucoup de thèses de médecine. Et puis, côté université, vous verrez qu'on a également eu des collaborations avec mon équipe de recherche, des gens de l'EHESP et de l'ITGA pour la métrologie, pour l'expologie, vraiment voir en quoi les agriculteurs, à quoi les agriculteurs étaient exposés. Donc, je vais vous développer un petit peu tout ça et vous allez voir comment tout s'articule. Donc, en fait, pour l'étude Airbag, on s'est basé sur la cartographie des ports de Bretagne, donc l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, donc Ille-et-Vilaine, Morbihan, avec chaque jaune de couleur était comment dire, coordonné par un médecin du travail, et on a eu des départs en retraite au cours de l'étude, parce que ça s'est étalé sur 3 ans les recrutements, et il a fallu s'adapter. Le design qui était prévu était de dépister, en tout cas de contacter 1600 agriculteurs par une lettre d'information. On s'attendait à avoir à peu près 25% de refus, et l'idée au final était d'inclure 1200 agriculteurs laitiers. De notre étude pilote, on était autour de 10% d'obstruction, mais à risque d'obstruction bronchique, c'est-à-dire basé sur quelques critères que je vais détailler juste après. On estimait avoir 400 patients. C'était quoi les patients à risque d'obstruction bronchique? Il s'agissait de patients avec des signes fonctionnels, des symptômes, soit une toux chronique, soit une bronchite chronique, soit une dyspnée,
chronique toujours, soit d'avoir des sibilants ou des ronquilles. Et enfin, cette mini-spirométrie au Néo 6, un VEM1 sur VEM6 inférieur à 0,8, donc un peu plus large que le 0,7, simplement pour être dans les à risque d'obstruction. Et donc les patients à risque d'obstruction étaient alors adressés à un réseau de pneumologues qui lui aussi, au cours des 3 à 4 années d'inclusion, a bougé. L'idée, c'était d'avoir des pneumologues répartis géographiquement pour que les agriculteurs n'aient pas trop de distance à parcourir. Là aussi, ça a changé au fur et à mesure du temps. Des pneumologues sont partis, d'autres sont arrivés. Et donc, on estimait avoir, sur ces 400 à risque d'obstruction, une trentaine d'asthmatiques, 20 BPCO post-tabagiques, 10 BPCO mixtes et 60 BPCO agricoles. C'était nos estimations initiales. Et l'idée était d'essayer de les suivre pendant 3 ans. Et on verra que malheureusement, on n'a pas réussi, surtout faute de sous. Des populations témoins agricoles et témoins non agricoles, pour essayer de voir un petit peu quels étaient les facteurs de risque indépendants qui pourraient expliquer ces différentes maladies, et notamment la BPCO agricole. Donc on avait un volet dépistage, un volet épidémiologique, un volet caractérisation de la BPCO agricole et un volet suivi, comme je le disais, qui malheureusement n'a pas abouti. Donc les principaux résultats d'Airbag, on a terminé les inclusions des agriculteurs en juin 2015 et on avait contacté bien plus d'agriculteurs que prévu, hein. Ange-Marie Robert, notre coordinatrice, avait eu énormément de travail. Donc 2089 agriculteurs contactés pour 1231 agriculteurs inclus. Le refus de participation était finalement comme escompté. On avait prévu de l'ordre de 25% de refus pour le calcul de l'effectif, et on a finalement eu 22% de refus de participation. On a également eu des non incluables. Donc voilà un peu le design entre mars 2012 mai 2015, comment on a recruté les patients. Donc ces patients étaient contactés par un courrier, puis par un contact téléphonique par Ange-Marie Robert, et c'était un rendez-vous de médecine du travail, donc à la MSA, qui était contacté, et donc c'était principalement des exploitants, ce qui avait assez enthousiasmé les collègues de la MSA, puisque c'était une frange de la population qu'ils avaient beaucoup de mal à voir finalement. Donc c'était plus de 2 tiers d'exploitants pour 1 tiers de salariés. Donc sur les 1231 agriculteurs dépistés, on avait 1203 qui étaient analysables, et les à risque étaient à 43,6%, donc on avait un peu plus que prévu d'agriculteurs à risque. Donc, tous n'ont pas voulu aller voir le pneumologue. On avait quand même 82% qui avaient vu le pneumologue, ou au moins eu une visite téléphonique. Et au final, voilà un peu les résultats, mais je vais faire tout de suite un premier focus. La première surprise était qu'en termes de BPCO, on a diagnostiqué seulement 16 BPCO, ce qui fait 1,3%, bien en dessous de ce qu'on attendait. Donc qu'est-ce que ça a donné? On a quand même pu les phénotyper, les caractériser. Donc 16 BPCO, 1,3%. Grâce aux populations contrôle, on avait des contrôles agriculteurs, donc même sexe, même âge, à plus ou moins 5 ans. Donc ça, on prenait dans l'ensemble des 1203 agriculteurs, sans pathologie sous-jacente. Et les contrôles non agriculteurs nous ont pris un petit peu de temps aussi, parce que c'était des visites dans différentes structures affiliées à la MSA, mais non agriculteurs, c'est-à-dire des personnels administratifs de la MSA, le Crédit Agricole, Groupama, et donc avec différents jeunes collègues, on est allé faire des consultations dans les différents sites de la MSA, des différentes agences du Crédit Agricole, de Groupama, pour dépister, faire des consultations gratuites de pneumologie avec EFR. Donc voici ce qu'on a obtenu, 16 BPCO agricoles, et à chaque fois 3 témoins par cas de BPCO, des témoins fermiers et des témoins non agriculteurs. Première chose, il y avait plus de fumeurs chez les BPCO que chez les autres sujets, notamment que chez les agriculteurs contrôle. Ils étaient bien évidemment beaucoup plus symptomatiques, avec plus de toux chronique, de bronchite chronique, de sibilant et de dyspnée. Et bien entendu, leur spirométrie était moins bonne, ça faisait partie des critères d'inclusion. Dans les analyses unies et multivariées, alors avec 16 patients, malheureusement, on a manqué de puissance. On voyait que le BMI était plutôt protecteur. Il y avait moins de risque d'avoir une BPCO si le BMI était plus faible. Et le fait d'être fumeur était plus à risque, qui est logique. On avait la moitié de notre population de BPCO qui était fumeur. En revanche, en analyse multivariée, aucun facteur de risque n'est ressorti, probablement par manque de puissance.
La population témoin non agricole, on voyait encore une fois que le BMI, l'indice de masse corporelle, était protecteur et les antécédents familiaux étaient également protecteurs sans qu'on ait d'explication très nette. Peut-être le fait d'avoir un suivi médical peut-être plus rapproché qui expliquerait qu'il y ait moins de risques. Donc les conclusions de cette première étude étaient une faible prévalence par rapport à ce qu'on pouvait attendre, pas de facteur de risque retrouvé en population générale et pourtant on avait retrouvé des maladies respiratoires chroniques diagnostiquées dans cette population agricole. Donc, suite à cette première surprise et désagrément de ne pas trouver autant de BPCO, on s'est interrogé sur le continuum entre BPCO et asthme et on a regardé les asthmatiques. Alors ça, c'était la deuxième surprise, puisque dans l'étude pilote, on avait trouvé peu d'asthme obstructif, mais beaucoup plus de BPCO. Cette fois-ci, en revanche, on avait 107 asthmes actifs, c'est-à-dire des gens qui avaient encore des symptômes ou des traitements, ce qui représente 8,9% de la population. Donc on s'est là aussi intéressé spécifiquement à cette population qui n'était pas la population d'intérêt initialement. Donc là aussi, ça nous a demandé un petit peu d'enquête supplémentaire. On a recontacté tous ces patients par téléphone et voilà le design. Donc on a recontacté notamment des gens qui n'étaient non à risque mais qui avaient quand même déclaré des choses, notamment des traitements. Et donc sur ces 107 asthmatiques, on a pu avoir 3 contrôles agriculteurs et seulement 199 contrôles non agriculteurs, plus parce qu'on avait mis plus d'1 an et demi à aller chercher tous nos sujets contrôles et malgré tout ça, on n'arrivait pas à parier aussi bien. Donc on a fini par ne prendre que ces 200 contrôles non agriculteurs. Là aussi, plus de symptômes chez les asthmatiques, ce qui est assez logique, et des tests spirométriques sans qu'il y ait d'obstruction bronchique majoritairement, mais des tests moins bons, notamment sur le VEMS. Et là aussi, une logique, on est sur des maladies obstructives. Cette fois-ci, en analyse multivariée, on a pu avoir des choses qui ressortaient. Assez logique, mais ça vient rajouter de la cohérence interne. Donc les antécédents d'allergie, que ce soit au niveau familial ou des antécédents d'eczéma, les patients agriculteurs étaient plus à risque de faire de l'asthme dans ces situations-là. Également, le fait de manipuler du foin était plus à risque et il y avait des éléments protecteurs, le fait de manipuler des graines traitées ou la taille de l'exploitation, plus elle grossissait et moins il y avait de risque de faire un asthme. Avec les non-agriculteurs, là aussi, l'antécédent familiaux d'allergie était très, très fortement impactant sur le risque d'asthme. C'était le seul élément en analyse multivariée qui ressortait et rien de neuf, on le sait. Donc en conclusion, sur la prévalence de l'asthme, on retrouvait chez les éleveurs laitiers 8,9%. Alors que dans la population générale adulte, on est autour de 6 à 7%, donc une surreprésentation de l'asthme chez ces agriculteurs laitiers, et des facteurs de risque, antécédents d'allergie dans la famille, antécédents personnels d'eczéma et manipulation de foin, ce dernier facteur étant accessible à la prévention. On est allé un petit peu plus loin avec une thèse d'université d'Hugo Pfister et faute de temps, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, on a Hugo, en fait, c'était une bourse CIFRE, donc en fait, un partenariat entre l'université de Rennes et une entreprise privé qui est l'ITGA, l'Institut du travail, gaz et de l'air. Et en fait, ils ont vraiment une expertise sur tout ce qui est métrologie, expologie. À la base, c'est le groupe Carso qui est notamment très expert dans tout ce qui est mesure des fibres d'amiante. Donc, ils ont vraiment une grande expertise et on a pu bénéficier de leurs connaissances et de leur expertise sur tout ce qu'on a pu mettre en place. Et c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Donc on avait des dispositifs fixes qu'on a mis à certains endroits pendant certaines tâches. On avait des dispositifs portatifs pour différentes mesures et avec différents capteurs, soit sur filtre en téflon, soit sur d'autres fils pour pouvoir utiliser les poussières sur des cultures cellulaires ou pour simplement les mesurer. Donc voilà un peu le type de harnachement que pouvaient avoir les agriculteurs qui se sont prêtés à ces mesures avec différents filtres pour mesurer par exemple certains composés organiques volatiles, l'acétaldéhyde, l'ammoniac, certaines poussières, il fallait des filtres actifs, des filtrations actives, donc il fallait porter en plus la batterie. Et on voit là dans la poche, le petit tuyau et la batterie étaient dans la poche, elle devait peser quand même 2 kg. Et puis d'autres filtres plus passifs pour les endotoxines, les moisissures et les bactéries.
Avec tout ça, on a pu, dans un premier temps, regarder la granulométrie, donc la taille des particules, et quelles étaient les compositions microbiennes, et est-ce que ces poussières étaient actives. Et donc, on a eu pas mal d'informations. Tout d'abord, quand on mettait des dispositifs qui aspiraient les poussières en grande quantité des grimes, on a pu voir que la majorité des poussières étaient des tailles de poussières bronchiques et alvéolaires, donc qui peuvent aller très loin, en dessous de 10 micromètres. Donc elles peuvent aller jusqu'en alvéolaire et elles étaient principalement trachéobronchiques ou alvéolaires. Ensuite, on a regardé les compositions bactériennes et là vous avez par type de bactérie la représentation. Vous voyez que par exemple on voyait pas mal de Frigoribacterium, d'Hyménobactères et de Sphingomonas qui ne sont pas les bactéries classiques en pathologie humaine et celles qui ressortaient par différentes exploitations, on retrouve un peu les mêmes bactéries mais encore une fois, à part peut-être Rhodococcus, on ne retrouve pas ces bactéries en pathologie humaine habituelle. Pour ce qui est des moisissures, là aussi, des moisissures surreprésentées, alors qu'on peut retrouver un petit peu plus en pathologie humaine, notamment pour les PHS, les pnéumopathies d'hypersensibilité, Alternaria, Cladosporium, Phelloferia et puis surtout Wallemia sebi, qui est bien connu pour les PHS. Et là aussi, par exploitation, on voit qu'on ne retrouve pas systématiquement les mêmes principales espèces, mais on retrouve des noms qui sont cités plusieurs fois. Ensuite, on a utilisé ces poussières à différentes concentrations sur des cultures de macrophages. L'idée était de voir, puisque le macrophage est les premières cellules qui sont touchées par la respiration de ces particules, qui peuvent aller jusqu'au niveau alvéolaire. Et donc, l'idée était de voir si ces poussières agricoles pouvaient déclencher de l'inflammation chez ces macrophages. Et effectivement, vous voyez qu'on a des réponses dose dépendantes. Donc on a testé les 5 exploitations et que ce soit en ARN messager ou en ELISA, on a du TNF-alpha, de l'interleukine 1 bêta, de l'IL6, de l'IL8, donc bref, différentes cytokines pro-inflammatoires. Donc la respiration de ces poussières peut stimuler les macrophages alvéolaires à sécréter des marqueurs inflammatoires qui peuvent agresser le poumon, agresser les bronches. Et on a terminé cette étude par l'expologie où en fait Hugo Pfister, qui faisait sa thèse d'université, est allé dans 29 fermes faire 112 mesures. Et donc vous avez ici les différentes caractéristiques des fermes, les différentes mesures qui ont pu être faites, les activités qui ont été mesurées. Il était présent sur toute la matinée, puisque visiblement entre matin et après-midi, il y avait une répétition des tâches, donc il est venu 112 matinées suivre plusieurs agriculteurs. Et avec, le tableau est assez indigeste, hein, je vous l'accorde, on a regardé avec les marqueurs, tous les dispositifs qui étaient sur ces agriculteurs, les poussières, les endotoxines, les bactéries gram positives, négatives et les champignons. Et voilà par exemple pour les poussières, ce qui ressortait, le fait de manipuler des grains ou de donner à manger aux animaux, le fait de faire du paillage, qu'il soit mécanisé ou manuel, tout ça ressortait dans l'exposition aux poussières et c'était vraiment les déterminants principaux. Donc, en conclusion de toute l'étude Airbag, peu de BPCO finalement par rapport à notre étude pilote. En revanche, plus d'asthmatiques. Alors j'ai mis ou bronchiolite parce que on avait parlé d'asthma, asthma-like, parce qu'on n'a pas de certitude totale. Et comme ça a été très bien dit dans le cas clinique présenté juste avant, il reste encore des zones d'incertitude sur la nosologie exacte de certaines pathologies. On a pu montrer ou confirmer que les poussières agricoles étaient biologiquement actives et on a pu confirmer là aussi d'un point de vue scientifique les tâches les plus empoussiérantes et c'était notamment le grain, l'alimentation aux bovins, le paillage mécanique mais également un peu moindre mais tout de même le paillage manuel. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'étude Airbag. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation très complète qui nous renvoie effectivement à des réalités qui sont traversées par bien des filières agricoles, qui sont prises en charge et qui sont suivies au niveau des caisses. Et c'est très intéressant de voir effectivement qu'entre le présupposé qu'on peut avoir sur un type de population, finalement, on va relever d'autres critères de risque et le fait de faire
une relation entre l'exposition et puis après la métrologie qui va confirmer ces données est pour nous vraiment, vraiment très intéressante. Alors, on a quelques questions qu'on peut peut-être prendre en direct, notamment sur... Alors, je reviens peut-être en arrière sur les présentations de Jean-Michel, puisque une question notamment sur la notion de la maladie professionnelle qui a été évoquée lorsqu'on a parlé de la personne prise en charge. Effectivement, toutes les informations qu'on vous dispose ici ne sont pas forcément complètes pour nous et on a une photographie à l'instant T d'une situation. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne se substitue pas aux caisses. Donc effectivement, sur la demande et la reconnaissance en maladie professionnelle, ça se fait en collaboration avec la caisse en local. Et là, effectivement, je n'ai pas d'informations sur le sujet. Notamment une autre question sur n'y a-t-il jamais eu d'imagerie en termes de radio ou de scanner pour la personne prise en charge? Pas à notre connaissance, ou s'il y a eu, c'est quelque chose qui ne nous est pas encore remonté. Mais vous voyez bien, ça nécessite aussi ces questions-là, toute la finesse des analyses et des expertises pour un peu comprendre le parcours de la personne. Une question également sur la lettre de consentement. Vous avez vu la réponse, hein, on peut évidemment vous la soumettre, mais vous ne pouvez pas la modifier. Alors, concernant l'intervention de Stéphane, moi j'ai peut-être une question pour toi. On était focus sur les portes de Bretagne, puisque ça correspond à une réalité. Quelle est ta perception, si tu en as une en tant que pneumologue, sur la BPCO dans les autres filières au-delà de l'élevage laitier? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est connu et qui peut donner de la perspective aux participants? Alors, oui, on a des travaux qui dépassent, uniquement une zone géographique. Déjà, alors ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a, des variations entre, si on regarde la littérature internationale et notamment aux États-Unis où il y a pas mal de choses, on voit que, on a des travaux par exemple en Californie ou au Texas, les conditions, météorologiques sont tellement différentes en termes d'hygrométrie et cetera que, les poussières qui volent, on a beaucoup plus de silice dans ce qu'ils respirent, ce qui fait qu'en fait les pathologies et les symptômes sont complètement différents. Et si on revient en France, on peut faire le même parallèle. C'est des échanges qu'on avait eus avec Bruno Degano et avec Jean-Charles Dalphin. Quand on compare la Bretagne par rapport, au Doubs, on voit bien qu'on n'a pas, alors qu'on est dans le même pays, exactement les mêmes, activités. Nous, le paillage, l'affouragement ressortait très fort et je sais que dans le Doubs, dans les éléments qui ressortaient, on avait le fait de faire sécher, les fourrages qui était un élément, très important. Donc en fait, c'est assez compliqué d'avoir, une réponse, unanime. Je pense que ce qui est important, c'est de connaître les activités dans chaque, zone et après, bah, c'est aussi et du bon sens et éventuellement, bah, ce qu'on a pu faire avec Airbag, mais c'était vraiment dans le cadre de la recherche, mais on partait avec des a priori qui, pour un certain nombre, ont été confirmés. C'est-à-dire que les tâches les plus empoussiérantes, juste avec un tout petit peu d'observation et les agriculteurs nous le disaient eux-mêmes. Donc, je dirais, on sait que, dans ces activités, dans ces zones géographiques-là, on a la notion de ce qui peut être le plus empoussiérant. Pour, les autres filières, le côté porcin, là aussi, les agriculteurs le disent très bien, les bâtiments d'engraissement, sont, beaucoup plus, avec des vapeurs, ammoniaquées que d'autres et les signes irritatifs sont beaucoup plus fréquents. Donc après en termes de prévalence et cetera, c'est là où ça devient compliqué. Les travaux, peuvent partir un peu dans tous les sens. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de pathologies, respiratoires, en tout cas de symptômes respiratoires chez un certain nombre d'agriculteurs en fonction des filières. Après pour ce qui est de la BPCO exactement, je serais moins à l'aise pour répondre. Merci beaucoup. On a encore une question. Avez-vous une explication concernant la différence d'impact entre le paillage manuel et le paillage automatique? Alors, le paillage manuel, il était souvent fait, à la fourche et donc en fait, on a, l'agriculteur est certes présent juste dessus, mais avec des mouvements moins forts et c'était ma dernière diapo. Quand vous voyez le paillage, automatique et on a vu la différence entre le début et la fin de l'étude Airbag et notamment quand, Hugo Pfister a fait sa thèse. En fait, les agriculteurs, ils ont été suivis et notamment j'ai des internes de médecine générale qui sont allés faire leur thèse et qui
sont allés voir un peu différentes exploitations, ont fait des photos pour illustrer leur thèse, et on voyait bien, par exemple, avec le paillage mécanisé, quand ils passaient avec le tracteur, ça lançait la paille, donc quand même à un bon niveau, ça faisait énormément plus de poussière. Mais ils étaient dans des tracteurs, alors certes avec des cabines le plus souvent qui étaient censées être avec une filtration, mais souvent la fenêtre arrière était ouverte. Donc en fait, la filtration sert pas à grand chose dans ces cas-là. Et surtout, très fréquemment, me demandez pas pourquoi, mais une fois qu'ils étaient passés avec leur tracteur, qu'ils avaient fini de tout pailler, ils rangeaient le tracteur, mais ils retournaient là où ils venaient de lancer la paille. Et alors qu'il y avait encore de la poussière ambiante. Et mes collègues internes étaient assez estomaqués de voir qu'ils retournaient alors qu'il y avait de la poussière et que c'était des fois des nuages de poussière où ils ne voyaient rien. Donc ça, entre le début et la fin de l'étude Airbag, et notamment quand Hugo est allé mesurer les poussières, le fait de leur expliquer pourquoi on mesurait tout, en fait, ils ont commencé à changer. Et les derniers internes qui sont passés, ils allaient plus autant, quand ils venaient de faire le paillage notamment mécanisé, ils allaient plus autant dans la stabulation ou dans d'autres endroits pour aller juste après respirer les poussières. Mais vraiment, manuel mécanisé, visiblement, on voit qu'il y en a un qui est plus empoussiérant que l'autre. Merci beaucoup. Gaëtan nous demande comment distinguer ou relier physiopathologiquement l'asthme chronique ou vieilli, entre guillemets, et la BPCO. Alors, c'est une très bonne question. Alors, les Américains ont tranché pour eux dès que même l'asthme est un facteur de risque de BPCO, c'est-à-dire ce que nous en France on appelle asthme vieilli, les Américains ils disent que c'est de la BPCO, c'est-à-dire quand il y a une obstruction bronchique fixée. Néanmoins, je pense, peut-être par chauvinisme, hein, mais on a un continuum en fait. On a des BPCO post-tabagiques, on a des BPCO avec peu de tabac et on a des BPCO sans tabac du tout. Donc c'est vrai qu'après, certainement qu'on a une agression des bronches, une inflammation qui peut être plus médiée par le tabac, peut-être plus neutrophilique. Un mélange des deux, des agriculteurs avec peu de tabac et ça va faire de la BPCO ou d'une obstruction bronchique, et des asthmatiques où peut-être qu'il n'y aura pas de tabac du coup, mais un peu plus de respiration de tout ce qu'on a montré là, différentes poussières, et sur des terrains particuliers, et peut-être notamment plus de terrains allergiques avec un peu plus d'eczéma, de rhume des foins ou de choses comme ça, des gens qui vont développer cette agression bronchique avec une obstruction qui va s'installer progressivement. Donc en fait, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a un continuum d'agression bronchique de différents types dont la finalité est des bronches inflammées, des symptômes. La seule différence, c'est que dans la BPCO stricto sensu tabagique, on aura tendance à mettre plutôt des bronchodilatateurs, un peu plus tardivement les corticoïdes inhalés. Dans l'asthme, un peu plus tôt les corticoïdes inhalés et éventuellement des bronchodilatateurs associés, mais on est sur une même pathologie, je dirais, d'agression des bronches. Solène nous demande, sait-on si le risque BPCO ou asthme est plus lié à l'exposition à l'ammoniac ou à l'exposition aux poussières, ou les deux? Alors, là aussi, difficile de répondre. Je L'ammoniac est reconnu comme un irritant bronchique. Les poussières, on a notamment grâce aux études d'Hugo, pu montrer qu'elles étaient biologiquement actives et qu'elles pénétraient jusqu'en en bronchique, voire en alvéolaire. Donc je pense qu'effectivement, on a en fonction des activités et des expositions, une toxicité qui peut être liée aux deux. Chez les éleveurs porcins, on a beaucoup plus de produits ammoniaqués. Chez les éleveurs laitiers, peut-être plus de poussière, même si le fait de racler les stabulations, alors là aussi, est-ce que c'est automatique, est-ce que c'est manuel? Mais en tout cas, on respire beaucoup plus de produits ammoniaqués. Après, c'est la répétition et la quantité. Quand il y a des exploitations où les tâches sont partagées, certains vont peut-être avoir plus d'exposition ammoniaquée, d'autres plus d'exposition aux poussières. Très bien, merci. On a le temps pour une toute dernière question. Gaëtan, qui nous demande également BM3R et élevage porcin? Point d'interrogation. Alors là, je saurais pas répondre exactement. C'est la question piège de la dernière question piège. Ouais, voilà, c'est ça. Là, je saurais pas répondre exactement. OK, pas de souci. Eh ben, on tâchera de revenir vers Gaëtan. Écoutez, il est 9h45. On vous avait promis un format court qui vous permette ensuite de retourner à vos activités. Donc, on vous propose de clôturer ce webinaire. Un grand merci Stéphane Jounot pour ton intervention et pour cette présentation. On a des demandes de diffusion de ton diaporama aux membres de la réunion pour pouvoir les étudier un petit peu plus. Si tu en es d'accord, Il y on a se pas de souci. permettra de le renvoyer. Merci beaucoup. Écoutez, merci d'avoir été présent. On vous souhaite une bonne journée. Les webinaires du Reprend reviendront bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.
Au revoir.